Le terme handicap désigne l'incapacité d'une personne à vivre et à agir dans son environnement en raison de déficiences physiques, mentales ou sensorielles. Il se traduit la plupart du temps par des difficultés de déplacement, d'expression ou de compréhension chez la personne atteinte. On distingue aujourd'hui 5 grandes familles de handicap. Le handicap moteur, le handicap psychique, le handicap mental, le handicap sensoriel et les maladies invalidantes. L'autisme est un trouble du spectre, ce qui signifie que les symptômes d'un enfant peuvent se présenter dans une grande variété de combinaisons, de légères à graves. Selon la classification internationale des maladies, établie par l'Organisation mondiale de la santé, le diagnostic repose sur une triade de symptômes. Premièrement, trouble de la communication. Deuxièmement, trouble des interactions sociales. Et troisièmement, caractère restreint, répétitif et stéréotypé des comportements. L'autisme est la forme la plus typique et la plus connue des troubles envahissants du développement, TSA. Dans les TSA, on peut trouver le syndrome d'Asperger. Les enfants atteints de ce syndrome ont une intelligence normale ou supérieure à la norme, mais présentent des troubles, des interactions sociales, des comportements stéréotypés, mais pas de retard de langage. On a aussi le syndrome de Rett. Les enfants, généralement des filles, ont un développement normal jusqu'à 6 mois, puis on observe une régression et l'apparition de symptômes autistiques. Et pour finir, nous avons les troubles désintégratifs de l'enfance. Le développement des enfants est normal jusqu'à 2 ans, puis les symptômes autistiques apparaissent. Chaque personne autiste présente des symptômes qui varient en sévérité et en fonction de l'âge. On estime à 5 millions le nombre de personnes handicapées en France, entre 80 et 120 millions en Europe et à 1 milliard dans le monde. Des chiffres considérables qui ne cessent de croître, car si certains handicaps se manifestent dès la naissance ou l'enfance, beaucoup sont liés au vieillissement de la population. À cela s'ajoutent les accidents de la vie, voitures, sport, maladies, qui peuvent nous toucher à tout moment. Ces accidents représentent 85% des situations de handicap. Des chiffres en France. Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, entre 300 000 et 500 000 personnes sont atteintes d'un trouble envahissant du développement, dont 60 000 personnes autistes. 8 000 enfants autistes naissent chaque année, ce qui représente une personne sur 150. La proportion filles-garçons est de 3 à 4 garçons pour une fille. Cette différence entre les deux sexes est liée au quotient intellectuel. En ce qui concerne le groupe des personnes avec autisme, sans déficience intellectuelle, cette proportion peut monter jusqu'à 9 garçons pour une fille. Plus tôt un plan de traitement complet est créé pour un enfant autiste, mieux il est capable de s'adapter et d'acquérir les compétences nécessaires pour mener une vie productive. Comme les symptômes de l'autisme peuvent imiter d'autres troubles ou être suffisamment mineurs pour qu'un parent ou un tuteur ne s'en aperçoive pas, le diagnostic et le traitement de l'autisme peuvent être retardés. Les effets à long terme de l'autisme peuvent inclure isolation sociale, discorde familiale, difficulté à nouer et à maintenir des amitiés, difficulté à nouer des relations avec les autres et à les comprendre. Certains peuvent avoir du mal à vivre de façon autonome, tandis que d'autres sont capables de vivre et de travailler seuls. Et des problèmes de sommeil. De nombreux enfants et des adolescents autistes souffrent de troubles de santé mentale. Les troubles concomitants les plus fréquents et comorbides comprennent troubles déficitaires de l'attention, hyperactivité, troubles anxieux, troubles dépressifs, difficultés d'apprentissage et troubles de la coordination et du développement. L'autisme peut être observé dès 12 mois. Les bébés qui ne babillent pas ou qui commencent jusqu'à l'âge de 1 an pourraient montrer des signes précoces de l'autisme. D'autres enfants peuvent développer un langage et des habiletés sociales normales pendant un certain temps, et puis commencer à régresser à mesure que l'autisme se présente. Ce qu'on appelle l'autisme régressif. Les enfants autistes peuvent être sensibles au toucher, à certaines odeurs, à des bruits forts, à des températures extrêmes et même à certaines couleurs. L'étiologie de l'autisme est encore mal connue, mais ce qui est associé au déclenchement de l'autisme, c'est l'approche génétique, l'approche neurobiologique, selon laquelle la trouble d'origine est le système nerveux central, et l'approche environnementale, selon laquelle l'autisme découle d'une agression précoce provenant de facteurs environnementaux. Dans une étude de 2019, ça a été prouvé qu'il y a des facteurs de risque prénatal et périnatal impliqués sur les troubles du spectre autistique. Par exemple,
la prééclampsie, les polyhydramnioses, l'oligoamniose, la placenta previa, le nœud de cordon ombilical et le diabète gestationnel ont été associés à la gravité des symptômes autistiques, en particulier les comportements stéréotypés et les déficits de communication sociale. Quelques autres facteurs de risque sont l'utilisation de médicaments prénatals par la mère, un âge parental avancé pendant la conception et la grossesse, ou tout simplement être masculin. Au niveau du traitement et de la guérison, la plupart des experts conviennent qu'il n'y a pas de remède contre l'autisme. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux abordent le TSA d'une manière qui examine la gestion des symptômes ou le développement des compétences et du soutien qui comprend une thérapie comportementale, psychologique et éducative. Le but est d'aider les tout-petits à mieux communiquer et à minimiser l'anxiété dans les milieux sociaux et à réduire les comportements difficiles. Ces services sont généralement offerts jusqu'à l'âge de 3 ans. Lorsque les troubles du spectre autistique varient de léger à grave, Wood a déclaré que la plupart, sinon la totalité des stratégies de traitement viseront et impliqueront une sorte d'orthophonie, de thérapie comportementale et d'ergothérapie. À mesure que les enfants grandissent et entrent à l'école, Wood a indiqué que bon nombre d'entre eux peuvent bénéficier de plans d'enseignement individualisés, PEI, avec les mêmes objectifs d'améliorer la communication, le comportement, la socialisation et les soins personnels. De plus, Wood a expliqué que les psychiatres adolescents peuvent également envisager des médicaments pour traiter les conditions qui sont fréquemment observées dans les TSA. Les symptômes gastro-intestinaux sont 4 fois plus fréquents chez les enfants atteints de TSA par rapport à la population normale. Ils peuvent présenter plus constipation, diarrhée, ballonnement, douleur abdominale, reflux, vomissement, gaz, nausées et allergies alimentaires. Pourquoi ? Peut-être à cause d'une faible diversité ou composition bactérienne, connue comme une dysbiose. L'abondance plus élevée d'espèces de Clostridia chez les individus autistes suggère une implication de le microbiote intestinal dans la pathogénèse des TSA. Des expériments faits chez les souris sans microbiote ont indiqué des changements structurels dans le cerveau et des comportements moins sociables. Récemment, une association entre un gène appelé MET et l'incidence de l'autisme a été prouvée dans certaines études. Ce gène joue un rôle dans la régulation du système immunitaire et la prolifération des cellules épithéliales qui forment la barrière intestinale, un processus crucial pour la digestion. Ce qui est intéressant est que la présence d'une mutation dans ce gène MET double le risque de l'autisme. La hypothèse est que le fait d'avoir un intestin avec des fuites permet aux composés produits par les bactéries intestinales de s'échapper des intestins. Ces composés altèrent ensuite la fonction cérébrale et contribuent aux problèmes sociaux et aux comportements répétitifs caractéristiques de l'autisme. Il y a encore beaucoup à étudier et à rechercher dans ce sujet, mais il est très probable que la microbiote intestinale puisse impacter le cerveau et être une cause des principales caractéristiques de l'autisme. La leptine est une hormone de satiété qui régule la quantité consommée et inhibe l'appétit. Produit par les tissus adipeux en quantité proportionnelle à la masse grasse, la leptine est une hormone importante impliquée dans l'homéostasie énergétique et la croissance. Quelques études ont signalé des concentrations circulant plus élevées de leptine chez les personnes atteintes de troubles de spectre autistique par rapport au groupe témoin. Des rapports anecdotiques indiquent que les enfants atteints de TSA peuvent limiter leur consommation de fruits et légumes en raison de facteurs tels que le goût et la texture. Cette refus de l'alimentation chez les enfants atteints d'autisme peuvent dans certains cas être due à une sensibilité gustative amère, associée à un génotype inspécifique. Bien que peu de recherches aient étudié les implications des polymorphismes dans les récepteurs de goût et le comportement alimentaire dans les TSA, des recherches ont démontré que les enfants autistes présentent 2 allèles sensibles au goût amer et ils avaient une capacité inférieure pour détecter la saccharose. Donc, ils avaient aussi une consommation de sucre supérieure par rapport à les enfants sans autisme. Dans une étude récente faite aux États-Unis, ça a été prouvé que les enfants atteints de troubles de spectre autistique avaient un risque de développer l'obésité 41% plus élevé que le groupe d'enfants appariés, et en moyenne, 22 enfants autistes sur 100 étaient obèses.
Les anomalies neurocomportementales liées à l'autisme et plus important encore, nos décisions de traitement peuvent contribuer à une prise de poids excessive chez les enfants autistes. Ça a été déclaré par l'auteur principal, Shanaka Kathaduya, et le docteur de Texas Tech University Health Sciences Center. Les cliniciens ainsi que les parents doivent être sensibilisés à ces risques accrus pour éviter que nos enfants autistes soient victimes de l'obésité et de ses complications dévastatrices. Certains facteurs clés connus peuvent jouer un rôle de médiateur dans les taux d'obésité plus élevés observés chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique. Par exemple, les comportements alimentaires, le mode de vie, les comorbidités secondaires et l'utilisation de médicaments. Il existe également des preuves montrant que la diversité réduite du microbiote intestinal, les déséquilibres hormonaux et des troubles métaboliques maternels peuvent influencer le développement de troubles du spectre autistique ou de l'obésité infantile. Cependant, il n'est pas encore clair si et dans quelle mesure ces facteurs émergents contribuent au gain de poids malsain et à l'obésité chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique. Les personnes autistes ne peuvent ressentir ou exprimer aucune émotion, heureuse ou triste. La vérité, c'est que l'autisme ne rend pas une personne incapable de ressentir les émotions que vous ressentez. Elle oblige simplement la personne à communiquer ses émotions et à percevoir vos expressions de différentes manières. Les personnes autistes ne peuvent pas comprendre les émotions des autres. La vérité, c'est que l'autisme affecte souvent la capacité d'une personne à comprendre la communication interpersonnelle tacite, de sorte qu'une personne autiste peut ne pas détecter toujours la tristesse basée uniquement sur le langage corporel ou le sarcasme dans le ton de sa voix. Mais lorsque les émotions sont communiquées plus directement, les personnes autistes sont beaucoup plus susceptibles de ressentir de l'empathie et de la compassion pour les autres. Les personnes autistes sont handicapées intellectuelles. La vérité, c'est que souvent, l'autisme apporte autant de capacités exceptionnelles que de défis. De nombreuses personnes autistes ont un QI normal à élevé et certaines personnes peuvent exceller en mathématiques, en musique ou bien dans d'autres domaines. L'autisme n'est qu'un trouble cérébral. La vérité, c'est que la recherche a montré que de nombreuses personnes autistes souffrent également d'affections concomitantes comme l'épilepsie, les troubles gastro-intestinaux, les sensibilités alimentaires et de nombreuses allergies. Bien que les troubles du spectre autistique soient définis par des troubles de comportement de base, des symptômes gastro-intestinaux sont fréquemment signalés aussi. Certaines personnes présentent une dysbiose des microbiote intestinal et certaines présentent une perméabilité intestinale accrue. Dans des études réalisées sur des modèles de souris, le traitement par voie orale avec la bactérie commensale humaine appelée Bacteroides fragilis a corrigé la perméabilité intestinale, modifié la composition microbienne et amélioré les défauts liés aux troubles du spectre autistique dans des comportements stéréotypés de communication, anxiété et sensorimoteur. Ces résultats soutiennent une connexion intestin-microbiome-cerveau dans les troubles du spectre autistique et identifient une thérapie probiotique potentielle pour les symptômes gastro-intestinaux et comportements de l'autisme. Une étude randomisée, contrôlée, en sample aveugle faite en 2018, a étudié l'effet sur 12 mois d'une intervention nutritionnelle et alimentaire complète. Les participants étaient 67 enfants et adultes américains atteints de troubles du spectre autistique âgés de 3 à 58 ans. Le traitement a commencé avec un supplément spécial de vitamines et minéraux et des traitements supplémentaires ont été ajoutés séquentiellement, y compris les acides gras essentiels, bancs de sel d'Epsom, carnitine, les enzymes digestifs et un régime sain, sans gluten, sans caséine et sans soja. Il y a eu, comme résultat, une amélioration significative de la capacité intellectuelle non verbale et une amélioration significativement plus importante des symptômes de l'autisme et de l'âge de développement dans les groupes de traitement par rapport aux groupes sans traitement. Le résultat positif de cette étude suggère qu'une intervention nutritionnelle et diététique complète et efficace pour améliorer l'état nutritionnel, le QI non verbal, les symptômes de l'autisme et d'autres symptômes chez la plupart des personnes atteintes de troubles du spectre autistique.
Une étude faite en 2016 avait montré que la sensibilité au gluten était fréquente chez les autistes, d'où l'idée qu'un régime sans gluten soulage les symptômes de l'autisme. Des chercheurs iraniens ont étudié l'effet d'une alimentation sans gluten sur les comportements et les troubles gastro-intestinaux d'enfants autistes. 80 enfants autistes ont participé, 40 ont suivi un régime sans gluten et 40 un régime normal pendant 6 semaines. Sur les 80 enfants, 54% avaient des problèmes gastro-intestinaux. Dans les groupes qui ont mangé sans gluten, ces troubles ont été réduits de manière significative, mais pas dans les groupes qui suivaient une alimentation normale. Il y avait aussi une diminution significative des problèmes de comportement dans les groupes sans gluten, mais pas dans les groupes témoins. L'étude suggère donc qu'un régime sans gluten peut être efficace pour contrôler les troubles intestinaux et les comportements autistiques des enfants autistes. Je travaille avec des enfants autistes depuis 4 ans et j'ai aussi un fils qui a été diagnostiqué autiste il y a 4 ans. Ce que je peux dire, c'est que chaque cas est complètement différent. Par exemple, d'après mon expérience personnelle, les produits laitiers, les sucres simples et les glucides jouent un rôle très important chez les enfants autistes. Lorsque j'ai complètement éliminé les produits laitiers de l'alimentation de mon fils, il a commencé à mieux dormir, sa digestion s'est améliorée à un niveau incroyable et il a cessé de souffrir de constipation. J'ai aussi réalisé que le sucre l'excite, c'est comme s'il consommait de la caféine. La plupart de ceux que j'ai rencontrés sont très minces car ils sont très délicats avec leur alimentation. Ils n'aiment pas essayer de nouvelles choses et c'est très difficile pour eux. Les enfants autistes ont un horaire très strict. D'après mon expérience, la plupart ont toujours faim, mais pour des choses très spécifiques. Ils mangent généralement toutes les 3 à 4 heures. Mon fils, par exemple, aime les repas très croustillants et mange 90% du temps la même chose. La chose difficile est d'introduire de nouveaux aliments, car ils ont peur, et si on leur donne des choses qu'ils n'aiment pas, ils perdent confiance en nous. Il faut connaître l'enfant et savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Pour mon fils, il nous a fallu 4 ans pour savoir ce qu'il aimait. Bonjour, je suis Marjolaine Willems. Je suis praticien hospitalier en génétique médicale au sein du centre hospitalier universitaire de Montpellier. Donc, je reçois en consultation fréquemment, principalement des enfants, mais également parfois des adultes qui présentent des troubles du spectre autistique. Mon expérience avec les personnes autistes, en fait, je reçois beaucoup d'autistes en consultation pour effectuer un bilan étiologique, c'est-à-dire rechercher la cause de l'autisme et donc essayer de trouver une cause qu'on appelle monogénique, c'est-à-dire identifier une mutation dans un gène, par exemple, ou une anomalie chromosomique qui soit responsable de leur autisme. En réalité, je n'ai pas observé d'anomalies récurrentes et de différences par rapport à la population générale en termes de poids ou de morphologie. Le plus souvent, les patients autistes que nous recevons n'ont pas de particularités morphologiques notables. Ce que j'ai pu observer, c'est plutôt des particularités du comportement alimentaire, c'est-à-dire des enfants qui vont refuser certaines textures ou certaines couleurs, ou être extrêmement sélectifs dans leur alimentation, mais sans réellement voir d'anomalies pondérales, en dehors de certains syndromes très précis, où on peut avoir une obésité qui se développe pendant la deuxième enfance. Mais je ne pense pas qu'il y ait de différence notable en termes de poids. Alors, avez-vous vu des problèmes gastro-intestinaux avec cette population ? Là encore, parfois, les parents peuvent nous rapporter des troubles à type de constipation, mais je n'ai pas étudié précisément si ces troubles s'avéraient plus fréquents que dans la population générale. Je dirais que par exemple sur les troubles du sommeil, c'est quelque chose qui est frappant. Ces enfants ont très souvent des troubles du sommeil, mais sur les troubles gastro-intestinaux, ça me paraît moins clair. Il peut y avoir des troubles du comportement, une constipation qui s'accompagne d'encoprésie, c'est-à-dire des fuites en fait quand on a une constipation très sévère. Mais je n'ai pas la notion par exemple de douleur abdominale ou de reflux gastro-œsophagien qui soit majoré.
Il y a des difficultés au quotidien pour s'alimenter, comme je l'ai souligné, avec des enfants qui sont souvent très sélectifs ou qui ont une sélectivité qui est particulière, qui est différente des autres enfants. On sait que beaucoup d'enfants, par exemple, neurotypiques, c'est-à-dire comme on dit normaux, peuvent avoir des phases de sélectivité alimentaire qu'on appelle néophobie, c'est-à-dire des enfants qui se mettent à refuser les légumes, qui veulent manger que des pâtes. Mais c'est vrai que chez les autistes, on peut avoir une sélectivité différente, c'est-à-dire que ça va être la texture ou la couleur qui va induire cette sélectivité. Des enfants qui refusent je sais pas, des aliments rouges ou des aliments trop croquants. Voilà. Avez-vous entendu parler de nouvelles informations concernant des aliments ou des régimes spécifiques qui pourraient améliorer les symptômes de l'autisme ? Oui, de nombreux parents nous ont rapporté qu'ils avaient pu glaner en fait des informations sur Internet, ou alors que certains médecins leur avaient conseillé en fait des mesures diététiques très particulières qui me semblent être plus des effets de mode que des choses qui sont basées réellement sur des données scientifiques. Donc dans les régimes que j'ai pu voir conseiller, il y a le régime sans gluten qui est très à la mode, le régime également sans protéines de lait de vache. Également, un médecin avait prescrit des cures de magnésium. Je dois dire que honnêtement, je n'ai pas observé du tout de différence chez les patients qui étaient traités et que je suivais avant-après. Mais évidemment, j'ai pas de données rigoureuses scientifiques dans le cadre d'un essai contrôlé. Mais en fait, ce qui m'inquiète, c'est que c'est vrai que ces régimes étaient prescrits sans réelle évaluation. Ils ont un certain coût et je pense qu'ils peuvent être également dangereux si une surveillance diététique n'est pas effectuée avec des apports suffisants en fait dans les différents nutriments et notamment les vitamines ou les minéraux. Voilà, mais je n'ai pas vu de patients participant à un essai particulier par contre. Pensez-vous qu'un nutritionniste ou diététicien serait important dans le traitement ou la prise en charge des personnes autistes ? Je ne pense pas, en dehors de pathologies métaboliques très bien déterminées, qu'un traitement diététique puisse être curatif dans l'autisme. En revanche, compte tenu des particularités alimentaires de certains patients, un diététicien ou un nutritionniste peut être tout à fait utile pour s'assurer en fait que le patient ait bien une alimentation équilibrée. Par exemple, certains petits enfants autistes vont s'alimenter très tard uniquement de lait ou vont vous refuser toute nourriture solide. Et dans ce cadre-là, il me paraît essentiel qu'il soit pris en charge par un diététicien pour s'assurer de l'absence de carence. Y a-t-il des conclusions que vous avez pu tirer concernant la nutrition dans la population autiste ? Pour ma part, comme je le disais, en dehors de particularités du comportement alimentaire, je n'ai pas remarqué de facteurs améliorants ou aggravants dans cette population. Mais c'est vrai que je ne suis pas... ma place dans la prise en charge des patients autistes n'est pas adaptée en fait, pour évaluer ça. Et je pense que... des études sérieuses en fait, nutritionnelles ou du microbiote ou des choses comme ça pourraient s'avérer utiles, avec possiblement une prise en charge à la clé, mais il serait nécessaire d'envisager cela de manière très rigoureuse et pas au cas par cas par des médecins qui décident, en fait, des médecins ou des non-médecins, mais qui peuvent préconiser des mesures qui sont plus à la mode que réellement basées sur des données scientifiques. Les régimes sans gluten et sans caséine ont été considérés comme une intervention thérapeutique possible pour certains des symptômes comportementaux des TSA. Cependant, les preuves font défaut. Les preuves suggèrent que les carences en vitamine A, en vitamine D et en vitamines du groupe B, en calcium et en zinc peuvent avoir tendance à rester chez les enfants atteints d'autisme, même après avoir contrôlé les régimes d'élimination courants. Dans l'ensemble, par conséquent, il y a peu de preuves qu'un régime spécifique est bénéfique pour les symptômes de l'autisme chez les enfants. La découverte et la compréhension du lien entre le microbiote et les TSA sont particulièrement importantes pour trouver des solutions au traitement de cette maladie. Les recommandations pour une meilleure prise alimentaire chez les enfants autistes. 1. Ayez une routine sans stress autour des repas.
car de nombreux enfants autistes éprouvent une grande peur et une grande anxiété, ce qui peut arrêter la faim. 2. Asseyez-vous ensemble à une table pour les repas à des moments précis. Les signaux environnementaux aident les enfants à apprendre ce qu'ils sont censés faire. 3. Faites attention et aidez à la posture de votre enfant. En fournissant un bon support de chaise et en vous assurant que ses pieds touchent le sol, vous pouvez aider votre enfant à se concentrer davantage sur l'alimentation que sur le maintien de son corps sur la chaise. 4. Accroître l'acceptation de nouveaux aliments par une exposition progressive. Le premier travail, c'est qu'il se familiarise avec l'aliment. Il ne faut pas le forcer à le manger tout de suite. Essayez qu'il connaisse l'aliment avant de le goûter. Il peut commencer avec le simple fait de regarder la nouvelle nourriture devant lui pendant quelques minutes, puis le sentir, le toucher et petit à petit le aider à se débarrasser de la peur jusqu'à qu'il le goûte. 5. Développer et introduire de nouveaux aliments autour de ceux que l'enfant mange déjà. Utilisez leurs aliments préférés et changez certains ingrédients pour en inclure de nouveaux. Par exemple, si votre enfant aime bien les pâtes, mais pas encore les tomates, essayez de faire une pâte à sauce tomate avant de les donner de tomates toutes seules. Un nutritionniste est essentiel dans ce cas. Pas pour donner un régime restrictif, mais pour aider cette population à trouver des solutions à leurs problèmes. Vu que chaque enfant avec un autisme est différent et ont des besoins et des préférences différentes, il est essentiel de s'adapter. Il manque aussi des nutritionnistes spécialisés dans la recherche à ce sujet, parce qu'il manque aussi beaucoup d'informations à ce sujet. Il faudrait donc développer des solutions pour éviter des carences et les donner pour une meilleure qualité de vie.